Allô Joël. Hello Joël. Allô Joël. Hello Joel. Allô Joël. Eric Tibassou, bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien, et vous-même? Merci pour l'invitation. Merci à vous, en tout cas c'est très sympa d'échanger avec vous. Comme vous le savez, l'émission s'appelle Vérité. On va échanger en étant très à l'aise. J'espère vraiment que on va parler comme si, vraiment comme si les auditeurs ne nous entendaient pas. Ça vous va, non? Pas de souci, on a l'habitude, donc il n'y a pas de problème, c'est la famille. Alors j'ai vu récemment que vous étiez en Belgique, c'est ça? Vous êtes revenu il n'y a pas très longtemps? Oui, j'étais retourné en Belgique pour les fêtes. Ok. Je suis revenu il n'y a pas très longtemps, ici à Kinshasa. Et là, maintenant, je suis à Kinshasa depuis à peu près une semaine. Ok. Sinon, on va déjà attaquer vraiment la toute première partie de cette émission. On va quand même essayer de découvrir dans le fond qui est véritablement Eric Tibassou. Alors, d'emblée, j'aimerais que les auditeurs entendent et qu'ils savent où est-ce que vous êtes né, quels sont les noms de vos parents et quelle profession faisaient les parents d'Eric Tibassou. Bon, Eric Tibassou, je suis né à Bruxelles. Ok. Je suis né à Bruxelles. Ma mère était étudiante à l'époque. Et ma mère, quand elle était étudiante. Et puis après, à un certain âge, mon grand-père est venu me chercher. Mhm. Quand j'ai eu 5-6 ans, pour me ramener à Kinshasa, Ok. étant donné que ma mère devait finir ses études. Mhm. Et de là, je suis revenu à Kinshasa et je revenais les vacances en Europe chez ma mère. Mhm. Mais j'étudiais à l'école belge ici à Kinshasa. Mhm. Et c'est un peu comme ça qu'a été mon histoire. Et après, jusqu'à ce que ma mère me rejoigne Mhm. avec mon frère et mon deuxième petit frère aussi. Et après ça, je suis retourné à... Eux, ils sont partis en 95, je pense. Ok. 95. Mhm. Et moi, en 98, je suis retourné en Belgique. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça mon parcours. Et puis après, à partir de 2007, j'ai recommencé à revenir souvent Mhm. au Congo. Ok, donc Eric Donc ça, Tibassou, c'est un mon à poteau comme on dit, hein. entre les deux, j'ai eu la chance de passer mon adolescence parce que j'ai quand même passé mes classes, la majeure partie de mes classes à Kinshasa. Ok. Et j'ai eu la chance après d'avoir commencé en Belgique et puis de retourner une deuxième partie de ma vie encore en Belgique. Ok. Et donc c'était un peu ça. Ok. C'est un peu ça. Donc j'ai vraiment pour l'instant quand même pas mal de temps aussi ici à Kinshasa. Ok. Sinon, Puisque je suis aussi à l'Université. ok. Sinon, les études faites d'Eric Tibassou, c'est quoi? On aimerait un peu savoir déjà quel genre d'élève était Eric Tibassou, ou sinon, en dehors de ça, quel niveau d'études avez-vous jusqu'à l'heure actuelle? Bon, j'ai eu mon bac, hein, comme tout le monde, Ok. j'ai fait l'examen d'État. Après ça, j'ai fait une spécialisation moniteur éducateur sportif. Ok. Et puis après ça, je me suis spécialisé en football, là où j'ai eu mon diplôme d'entraîneur. Sinon, en classe, Mhm. j'étais un garçon qui était assez intelligent, mais qui n'aimait pas étudier. J'avais jamais mes cahiers, mes livres complets. Ça, c'était la grande bagarre. J'ai toujours eu du mal à écrire les papiers. Mhm. Ça a toujours été un grand combat pour moi. Mais j'avais la chance de pouvoir retenir très facilement ce que disait le professeur. Mhm. Et ce qui m'aidait beaucoup quand je passais au tableau après mes interros. Et puis à partir de mes interros, je révisais mes examens. Ouais. Mais j'ai vraiment du mal à étudier. Ouais, j'avais vraiment du mal à étudier. Mais C'est que j'étais ouais. pas un mauvais élève, mais j'étais toujours un élève où on disait toujours il a du potentiel, mais s'il avait vraiment l'envie, il peut avoir 70 à 80%, mais il va se contenter de son 60%. Ouais. Voilà quoi. Mais finalement, aujourd'hui, c'est quoi? J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup. Ouais. J'aimais trop le foot et les mangas. Pardon? Ouais, allez-y, continuez. Vous aimez trop le foot et. Je disais, Mhm. comme j'aimais beaucoup le foot et les mangas, Mhm. j'étais tout le temps en train de dessiner ou de parler de football en classe. Je dessinais. Ouais.
Ouais. Des chevaliers du Zodiac, des Dragon Ball, c'était ça ma vie. Mais au final, c'est quoi votre rapport en fait avec les études? Parce que quand vous voyez des jeunes, vous avez encadré beaucoup de jeunes, on va y venir dans les minutes qui suivent, mais finalement, c'est quoi votre rapport avec les études? Vous conseillez les jeunes de beaucoup étudier ou de plus suivre leur passion? Bon, je pense qu'étudier, c'est très important parce qu'à partir de ce moment-là, tu as une ouverture d'esprit Mhm, et cette ouverture d'esprit te permet d'avoir une facilité d'assimilation. Donc, quand mhm, tu as déjà ce processus qui est enclenché dans ta réflexion, mhm. donc c'est plus facile d'avoir assimilé de nouvelles choses dans la vie. Et c'est très important pour avoir un certain équilibre et avoir aussi une certaine, on va dire, réflexion Mhm. qui va te permettre vraiment de pouvoir, dans ta vie, te débrouiller et savoir Ouais, sortir de n'importe quel problème. C'est très important, je pense, qu'il faut étudier les études. Donc, je pense que ce sont des trucs qui sont très importants ouais, pour l'équilibre d'un joueur. Parce que un corps sain, un esprit sain, on va dire. exactement, c'est exactement ça. Et on aimerait savoir combien de langues vous parlez aujourd'hui, parce que vous avez quand même fait la Belgique, le Congo, un peu le Pays-Bas, j'ai vu aussi en préparant l'émission. Vous parlez combien de langues actuellement? Euh, non, j'ai fait, comment on appelle ça? J'ai pas fait les Pays-Bas. Ok, J'étais en Belgique. ok. Alors, comment on appelle? Oui, Ouais. parfaitement. J'étais en Belgique. En Belgique, on parle néerlandais, oui, mais j'ai pas fait les Pays-Bas. Ok, ok. Ouais. Et donc, là, pour l'instant, normalement, je parle français, Mhm. lingala, normal. Je parle quand même, je parle quand même un peu bien néerlandais. Ok. Je parle un peu bien aussi anglais. Mhm. Et après, j'ai des notions théoriques de Chiluba et de Swahili. Ok, pas mal, c'est quand même beaucoup C'est parce vraiment que c'est à peu près 4-5 langues, c'est déjà pas mal. Sinon, ouais, mais il faut dire que je ouais. parle totalement très bien le néerlandais, l'anglais, je parle très bien, Mhm. mais je n'ai pas une profonde, parce que j'ai pas étudié dans cette langue-là. Ouais. Je l'ai appris en étant grand. Mhm. Et puis, j'ai pas passé assez de temps à Kananga et à Lubumbashi pour pouvoir maîtriser les deux langues aussi. Mais moi, j'aime bien les langues. J'ai regretté en fait de ne pas avoir eu le temps. Ouais. Surtout Swahili, j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir maîtrisé Swahili. J'ai beaucoup regretté. Ah, comme quoi, on ne sait jamais, ça peut vite revenir à Lubumbashi. Le coach Eric, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. On a bien vu que c'est un globe-trotter. Oui, ça va, j'aime bien. J'aime bien l'intérieur de notre pays, c'est très bien. C'est vraiment. J'ai des super souvenirs et Ouais. j'étais bien aussi à Lubumbashi. C'est là où on s'est rencontrés. Exactement. Ouais, ça, les gens savent pas, mais c'est exactement ici qu'on s'est rencontrés. Alors, avant de finir cette première partie, on aimerait savoir, Eric Chibassou a des enfants, il en a pas, on sait pas, on le voit pas trop se positionner ce côté-là. On n'en sait pas beaucoup. Oui, parce que, en fait, j'ai pour habitude vraiment de protéger ma vie privée. Ok. J'ai essayé de. Parce que nous, on est très exposés avec le boulot qu'on fait, surtout les entraîneurs. Mhm. On a souvent des personnes qui s'amusent à nous insulter, à nous rabaisser parfois quand il y a des mauvais résultats sur Internet. Mhm. Et souvent, les personnes qui sont le plus touchées sont souvent les gens de ma famille. Ouais. Donc, j'ai souvent essayé un peu de les protéger de ce monde-là, d'essayer de partir, d'éviter, et aussi de ne pas trop savoir, que les gens ne sachent pas trop un peu ce qui est ma vie privée. Tout ça un peu pour essayer d'éviter, parce que bon, quand tu faisais des clubs et tu faisais aussi l'équipe nationale, Ouais. c'est pas évident. On connaît un peu la tension qu'il y a autour du football dans notre pays. Donc, il y a parfois des gens qui oublient que derrière l'entraîneur ou derrière la personne, il y a des gens, il y a une famille, Exactement. il y a des personnes qui sont là et qui ont du mal. Moi, j'ai vu beaucoup de mes oncles, de mes cousins, même de mes nièces, cousines et toutes petites, quand j'étais dans des clubs, dans certains clubs, se disputer même avec certaines personnes dans la rue, Ouais. quand on m'insultait et tout ça. Donc, il fallait leur apprendre de faire la dissociation entre
le travail que je fais et la Ouais, personne que je suis. ouais. Et c'est pour ça que, vraiment, pour essayer de pouvoir continuer le boulot que je fais, j'ai vraiment essayé vraiment de protéger ma vie privée. Ah, ça c'est normal, on comprend tout à fait. Alors là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. On va vraiment parler d'Eric Tibassou, l'homme. L'homme, en tout cas, c'est pratiquement terminé. On va parler beaucoup plus maintenant de l'entraîneur que vous êtes et surtout aussi de l'actualité, de ce que vous faites actuellement. Déjà, j'aimerais savoir, j'ai vu, vous étiez footballeur amateur dans les années 95. C'était quoi l'histoire? Pourquoi ça n'a pas marché? Vous nous direz que vous n'avez pas de talent ou c'est dû à autre chose? Bon, en fait, à la base, quand j'ai commencé à jouer très jeune, puisque j'ai commencé le championnat de Kilimani à l'époque de Delfo, j'avais 15 ans. Ok. Et on a entré directement en troisième division, on a créé une équipe avec des amis, on a monté l'équipe quand même jusqu'en D2, ils sont allés plus loin après. Mhm. Moi, j'étais déjà j'ai fait l'Europe avec 17 ans, Mhm. donc j'ai fait 3 saisons avec l'équipe. Après, je suis allé en Europe. Mhm. Arrivé en Europe, j'ai commencé à faire des essais en France, puisque j'étais là où ma mère habitait. Mhm. J'ai eu des problèmes au niveau papier, parce qu'il fallait absolument avoir des papiers. Ouais. Donc, après ça, je suis allé direct en Belgique. En Belgique aussi, j'ai fait la régularisation des papiers. Et l'année où j'ai eu des papiers, malheureusement, je me suis blessé au Mhm. genou. Mhm. J'ai une sérieuse blessure au genou qui m'a fait créer une erreur médicale à l'hôpital et j'ai jamais pu vraiment récupérer ma jambe gauche. Ok. Et alors, j'avais déjà commencé à entreprendre ma reconversion en tant qu'entraîneur et c'est comme ça que j'ai fait. Mon cursus est fait. Ok. Directement. Voilà. Et Je ne sais pas où je suis mhm. arrivé. Mhm. Je sais pas. J'étais plus un joueur mon poste que j'aimais beaucoup, c'était le milieu défensif, mais je pouvais jouer aussi central ou bas droit. Ok. Autant quand j'étais jeune, je commençais en ailier droit. Mais, j'avais pas vraiment j'étais pas quelqu'un d'athlétique. Ouais. J'étais plus un joueur, intelligent, qui Mhm. était bon dans la relance, intelligent, qui était très directif déjà sur le terrain. Et, j'avais une bonne petite technique et j'étais quelqu'un de très intelligent plutôt sur le terrain et j'avais une bonne relance. Voilà. Ouais, un futur bon entraîneur, déjà, c'est des choses qui trompent pas. Ouais, je parlais déjà de plus. Ouais, je parlais beaucoup sur le terrain. J'ai toujours eu cette habitude de beaucoup parler, de diriger. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui a été facile pour moi après, Mhm. dans ma réflexion et dans la reconversion en tant qu'entraîneur. J'ai déjà quelqu'un qui communiquait beaucoup en tant qu'entraîneur. Et justement, parlons de cette reconversion-là. Comment ça s'est passé? Qui est-ce qui vous a aidé? Comment vous êtes entré dans une école de formation pour devenir manager? C'est quoi l'histoire? Comment vous êtes retrouvé dans ce monde-là? Et quelles sont les choses que vous avez vécues là-bas pour qu'au final, vous deveniez l'entraîneur que vous êtes devenu? Parce que avant ça, vous n'étiez pas encore revenu au pays, vous n'avez pas encore pris un grand club jusque dans les années 2010 à 2014. Donc, comment cette reconversion-là s'est faite et comment vous avez atterri dans le monde professionnel? Donc, en fait, comme j'ai dit, hein, j'avais fait une formation de moniteur éducateur sportif avant mon accident, juste quand j'ai eu mes papiers. Mhm. Et quand j'ai eu mes papiers, j'ai fait moniteur éducateur sportif. Et à la préparation de mon championnat, je me suis blessé. Mhm. J'ai dû arrêter. À ce moment-là, j'ai fait ma spécialisation. J'ai fait directement, c'est parti directement. Quoi. Je me suis dit, bon, je vais faire spécialisation entraîneur. Mhm. Je suis parti et j'ai fait mes cours d'entraîneur de foot. J'ai passé mes diplômes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à entraîner d'abord le club de mon quartier à Ixelles en Belgique, Mhm. les petits jeunes d'Ixelles. Mhm. Ça s'est super bien passé. C'est là où j'ai commencé à comprendre que j'avais quand même j'avais quand même une certaine qualité, Mhm. puisque déjà, en fait, ce qui se passait, c'est que nous, on s'entraînait à l'époque, les joueurs sans club chaque dimanche Ok. à Bruxelles. Et on était entraînés par déjà le coach Christophe Tsegui à l'époque. Ok. Il lui revenait des espoirs. Et il s'occupait d'une ASBL avec les amis Willy Wanda et le vieux Simon Isebart. Ce sont des vieux qui nous ont encadrés. Mhm. Et ils nous ont mis dans une ASBL avec plein de joueurs qui avaient des joueurs qui venaient d'Afrique. Nous,
Ceux qui n'avaient pas de club, on s'entraînait, on faisait des matchs amicaux, on allait jouer des matchs, on a joué pas mal de matchs et tout ça. Et à l'époque, c'était comme ça. Et moi, quand j'ai fait ma reconversion, je suis devenu entraîneur de mes collègues, de mes coéquipiers. Ouais. Et en même temps, j'ai commencé à entraîner les jeunes qui venaient nous accompagner, qui étaient aussi de l'ASBEL. Et de là, après, je suis entré en club. J'ai commencé à entraîner à XL, ça s'est bien passé. Après XL, je suis allé à Zaventem. Zaventem, c'est vraiment là où je suis vraiment, c'est le club pas loin de l'aéroport de Belgique, de Zaventem. Ok. Là, vous avez gagné des titres, il me semble. Vous avez été 2 fois champion de U21, c'est ça? Ouais, c'est une belle histoire. J'ai fait 2 fois champion des U21 là-bas, en faisant une défaite en 2 saisons. Okay. Après ça, ouais, j'ai fait les U14 nationaux. C'était une très très belle équipe. Là aussi, on a fait un super championnat. On a fini qu'avec une seule défaite. Et même pour l'anecdote, on était une équipe de 3e division en Belgique, les jeunes de 3e division. On est monté en 2e division. Mais on faisait de bons résultats que nous avions été invités par Anderlecht, qui était la meilleure équipe des 14 ans, pour faire un match à Anderlecht. Et ça s'est soldé même sur un 0-0. Donc, pour vous dire que j'avais une très très belle équipe. C'est très difficile d'avoir une équipe de 2 points qui fait un résultat pareil contre Anderlecht, qui est des meilleures équipes de formation d'Europe même. Ouais, exactement. Et on avait une très très bonne équipe. Et c'est pour ça qu'Anderlecht nous avait invités à l'époque. Après mon championnat, beaucoup de ces jeunes-là sont passés dans des clubs professionnels parce qu'ils avaient une très très bonne équipe. Donc certains, même un petit Marocain qui est devenu professionnel, qui a joué à l'OHL. Ok. Un super joueur, Amir. Son papa était même mon délégué. Ok. Et après ça, je suis passé directement à l'équipe réserve du club. Et 2-3 fois, j'aurais pu avoir la chance de passer en équipe première. Ce qui m'a tué, c'était mon néerlandais. Là-bas, c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué parce que même depuis le championnat, j'étais le seul entraîneur noir. Ok. Ça, c'est. Au championnat, j'avais joué dans la flambe profonde. Il y avait du racisme, il y avait des trucs, c'était très très compliqué. Certains matchs, c'était des guerres, des batailles. Et en plus de ça, que je faisais que gagner. Donc, en plus de ça. J'ai une petite réputation de ce côté-là. Ouais. Donc c'était très très compliqué, mais ça m'a formé, ça m'a guéri. Et ça a permis aussi de me donner, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je suis dans un club, j'ai les dirigeants, certains joueurs du club de Zaventem qui continuent à m'envoyer des messages. Donc c'est vraiment resté comme une famille. Exactement. Et de là, l'histoire avec votre pays, la RDC, comment ça s'est passé? Vous avez fait d'abord le club de Kananga avant de prendre l'équipe des jeunes, ou c'était d'abord l'équipe nationale avant de commencer en club? D'abord, c'était d'abord l'équipe nationale zone Europe. Donc, il y avait déjà le coach Sengi qui faisait l'équipe nationale ici en Europe. Moi, je suis venu dans la continuité, commencer à chercher des jeunes joueurs d'origine congolaise pour les amener à jouer pour l'équipe nationale. On a fait la sélection de zone Europe, on appelait ça l'aile Europe, avec l'accord de la fédération et sous la tutelle du coach Christian. Nous allons faire plein de tournois, de matchs amicaux, de tournois internationaux. De là est sorti pas mal de joueurs qui sont passés aussi en équipe nationale. On a eu la chance d'avoir des joueurs qui sont restés comme comment dire ça, Marcel Tisserand, Mabouati, et j'en passe. Dieu merci Dongala, pas mal ceux qui sont restés. On a eu des joueurs qui sont passés par nous, mais qui sont malheureusement allés dans leur pays, leur deuxième nation. Là, on peut parler de Presnel Kipembe, de Michi Batshuayi, de joueurs comme Pedro Cavanda, même le joueur de Lyon, Clinton Mata. Donc on a eu vraiment... Pardon? Ok, Clinton Mata, ça je savais pas. Presnel, je savais, mais Clinton, je savais pas. Ah non, Clinton est moitié angolais, moitié congolais Kinshasa. Ok. Donc Clinton a commencé avec nous le Congo Kinshasa, il a même fait le tournoi de Toulon. Ok. Ouais, il a fait le tournoi de Toulon.
Et donc, c'est un peu ça. Donc, on est allé, on a réussi un peu à... Il y a plein de joueurs comme ça qui sont passés par nous. On a Erison Manzala. Mhm. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Après, il y a eu cette réussite-là en 2017, quatrième au jeu de la francophonie. Il me semble que vous avez d'ailleurs joué avec l'équipe de France. C'était quoi l'histoire? Oui. C'était qui les joueurs? Comment ça s'était passé? Vous gardez quoi d'ailleurs de cette époque-là? Parce que c'est là, quelque part, que Eric Chibassou, le nom commençait à se faire entendre à travers le pays. Mais non, je pense que d'abord, la première chose qui a fait, c'est d'abord le Renaissance. Je pense que le premier club qui m'a fait vraiment connaître, les gens entendaient que je faisais de la sélection d'Europe, mais Mhm. ils ne m'avaient jamais vu à l'œuvre au pays. Le premier défi pour moi, ça a été le club de FC Renaissance. Vous avez fait un an, c'est ça? J'ai gagné la Coupe du Congo. Oui. Ouais. Mhm. Pardon? Vous avez fait un an? J'ai gagné la Coupe. Ouais, presque un an. Hein. Mhm. Pas vraiment totalement là. J'ai pas fini un an. J'ai gagné la Coupe du Congo. Mhm. Après avoir gagné la Coupe du Congo, j'ai perdu la Super Coupe contre Mazembe Mhm. à Kindu. Après ça, j'ai commencé le championnat où j'ai fini toute la phase aller sans défaite. Mhm. J'ai fait 3 matchs de début de championnat sans défaite. Et puis après, j'ai quitté le club Mhm. où je suis allé à Kananga. Mhm. À Kananga, j'ai commencé avec le club ils étaient en division inférieure. Vous avez On a gagné fini champion d'ailleurs. de Kananga. Exactement. Ouais, on a fini champion de Kananga. Je les ai montés en Lina Foot. Puis je suis parti. En entre-temps, pendant ce temps-là, je faisais l'équipe nationale. En 2014, j'ai commencé. En 2013, j'ai fait la Coupe du Monde d'Afrique U20 Mhm. avec adjoint du coach Lofombo, avec la génération Bangala, Windama, Ushindi, Mhm. toute cette génération-là. Nous avons fait la coupe, oui, justement, la coupe d'Afrique, U20. U20, ouais. Moi, j'avais ramené des joueurs d'Europe, les Aristote Dongala, pas mal de joueurs qui étaient d'Europe et tout. Mhm. Le frère de Makengo, le grand frère de Makengo aussi était dedans, dans ce groupe-là. Ok. Après ça, je suis arrivé justement j'ai joué directement finalement. Après, on m'a donné les 17 en 2014. Mhm. Là où j'ai été éliminé contre le Nigeria de Osimhen, Ouais. de Victor Osimhen, qui m'a marqué 3 buts, je crois, en phase aller-retour. Ah, Osimhen quand même. Donc, Déjà à l'époque, déjà. Hein. c'est lui qui me bat. Ouais, il me bat 1-0 ici à Kinshasa. C'est lui qui marque le seul but du match. Mhm. Alors qu'on avait fait un très bon match, malheureusement. Mhm. Mais les conditions ne nous ont pas aidés parce que nous étions censés jouer à Lubumbashi. Ouais. Mais nous sommes arrivés à Lubumbashi et en dernière minute, on nous a rapatriés à Kinshasa et ça nous a un peu démoralisés. Pourtant, c'était une très très belle équipe. Une très belle génération. Mhm. Ouais. Et ouais, c'est une très belle génération avec, je pense qu'il y avait eu à un moment le capitaine de Lupopo, Thibaut, Mhm. qui est maintenant en Afrique du Sud. Il y avait Manassé Moutatou, qui est passé aussi par maintenant qui est à Renaissance. Mhm. On a eu quand même, comment il s'appelle, le joueur encore de Lupopo, qui est jusqu'à maintenant, comment il s'appelle encore celui-là, de milieu de terrain. Ouf, il y en a plein de milieux. Hein. Oui, il était avec moi, j'ai oublié son nom. C'est lui-même qui rate le but d'égalisation contre le Nigeria. Ok. Il est actuellement à Lupopo, j'ai oublié son nom. C'est pas Mika Miché, non? Non, pas Mika Miché. Ok. L'autre milieu de terrain qui a duré, qui était là avant même les Mika. Oh. Son nom est au bout. Son nom est au bout, d'accord, mais j'ai oublié. Malheureusement. Ça va revenir. Mais sinon, vous avez quand même le sentiment, de vous dire que les jeunes, vous avez quand même le sentiment, vous vous dites que les jeunes que vous avez encadrés durant toute cette époque-là, l'épopée que vous avez faite, il y avait quand même de la place de faire beaucoup mieux ou c'était vraiment le maximum de ce que vous pouviez donner à l'époque? C'est compliqué parce qu'on a un pays qui n'a pas la culture des équipes de jeunes. On n'a pas cette culture-là. Donc ça a été très très compliqué. On a toujours eu à se battre dans des conditions compliquées pour pouvoir imposer, faire certaines choses. Il faut quand même féliciter quand même la fédération qui à ce moment-là quand même avait accepté, le président Omar avait vraiment appuyé pour qu'il y ait des équipes de jeunes, même si c'était pas facile, c'était pas dans les meilleures conditions que les A, mais on a vraiment permis à beaucoup de jeunes d'éclore en passant par les équipes de jeunes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une grande réussite quand même si c'était pas le top, mais c'était pas mal. Donc voilà. Et après ça, j'ai fait, j'ai oublié de dire oui. Après ça, j'ai fait l'UNICAF.
J'ai quand même fait 2 fois l'Unifac, où j'ai Ok, fait 2 fois vice-champion. ok. J'ai fait la COSAFA avec les Silas, les Mhm, Silas Katopa et tout ça. On a fait la COSAFA, on a fini 3e de la COSAFA, mhm, avec les Shadrach Muzungu, tout ça, les Ernest Sita. Je suis content parce il y a beaucoup de joueurs maintenant qui sont en mhm, première division, qui sont en équipe nationale, qui sont passés par nous et mhm. c'est quand même pas mal. Ouais, Après ça, mhm, on a eu à faire aussi justement le jeu de la francophonie, dont ouais, tu as parlé, ouais. où on a battu la France. Et là, Mhm, c'était la belle génération, hein. C'était quand même des petits avec qui on avait commencé en U17. mhm, Il y en avait quand même 9-10 qui étaient quand même commencé en U17 et qui ont fini en U20 mhm, contre la France, avec des joueurs comme Marcel Zola, qui était avec nous, Glody mhm, Dikoza, Docta Diala, qui sont encore à jouer, Shadrach Muzungu, mhm, ouais. Ernest Sita, Mhm, Dido Asmara, mhm, Chibo, mhm. Chibo, qui sont encore, Mais au final, Kazadi, mais au final, coach, avant d'ouvrir la partie où on va, avant d'ouvrir la partie où on va beaucoup discuter sur votre parcours en club, mais avec l'équipe nationale de RDC, vous avez quand même une belle histoire. Vous nous avez cité beaucoup de joueurs qui sont passés entre vos mains. Vous ne vous dites pas quelque part que votre place est quand même auprès de cette équipe nationale-là, parce que mine de rien, il y a un travail dans l'ombre que vous avez effectué. Vous avez participé à quelque chose pour qu'aujourd'hui l'équipe nationale ait certains joueurs qu'ils ont eu aujourd'hui. ouais, ben, à un moment donné, dans la vie, je pense que c'est comme tu me diras, c'est pas à moi de revendiquer cela. Mhm, C'est aux personnes de se rendre compte que cette personne-là a fait ça pour le football congolais et lui donner cette récompense-là. C'est pour ça que je dis, notre pays, si on marchait beaucoup plus sur la méritocratie, mhm, je pense que nous aurions beaucoup plus de résultats. On aurait mhm, beaucoup plus de résultats. On mhm, a un problème avec la méritocratie chez nous. C'est un très gros problème. On n'a pas le droit de le dire. Dès qu'on le mhm, dit, c'est très compliqué. Nous, on a parfois des appels de personnes, de clubs, mhm, de parents. Moi, nanana, mhm. mon joueur, pourquoi il n'a pas de joueur de chez moi? Ouais. Bon, on nous a sorti les pires des atrocités. Parfois même, il y a des gens qui sont même allés regarder juste au nombre de joueurs et par ethnie. Pourquoi il y a autant de joueurs là, comme ils sont de telle ethnie, ça veut dire qu'il les a pris par rapport du fait que lui. Donc, vous savez, c'est très compliqué. Ouais. Travailler dans notre pays, c'est très compliqué. Les gens, ils croient que c'est très facile. C'est très compliqué. Moi, je ne me suis pas fait que des amis parce que j'ai toujours été quelqu'un de rigoureux, Mhm, qui n'a toujours travaillé sur la méritocratie. Ça, je crois que les gens peuvent reprocher tout ce qu'ils veulent. Mais moi, mes sélections, la preuve, on faisait des résultats parce que je ne prenais des joueurs que par méritocratie. Je ne mhm, prenais pas les joueurs par tel ou 10%. Il y a plein de présidents de clubs qui m'ont plu et qui m'ont pas aimé, qui n'ont pas aimé mes sélections. Parce que mhm, moi, je préférais prendre des joueurs qui correspondaient à l'idée que moi, je me fais du foot et qui devaient vite s'adapter en un temps record. Parce qu'on avait parfois, on allait des tournois, on est allé au tournoi contre la France, on mhm. a fait que 4 jours de préparation, 5 jours. Ouf. 3 jours peut-être en Kinshasa et 4 jours, 3 jours au Maroc. On a fait une semaine seulement de préparation pour aller battre la France. Wow. Vous pouvez vous imaginer. J'ai fait Mhm, parfois des tournois avec 2 jours à l'Unifac. En 2 jours, il fallait faire une équipe pour traverser, aller jouer à Brazza. Donc, ouais. on a vraiment fait des exploits dans des conditions très compliquées. Et aujourd'hui, c'est pas à moi, Tibas, de passer pour dire j'ai fait ça, donnez-moi ça. Exactement. Je pense que non. Mhm. C'est Je vraiment pense ça. qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi. Mais bizarrement, dans notre pays, il y a des incompréhensions et il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est ça même la C'est comme ça. complexité Alors, à ce moment-là, comme de notre beau tu seras Congo. tellement opposé à eux, Mhm. tu seras marginalisé comme quelqu'un de ça leur a compliqué, Bilo Ouais. va m'idéler. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Quoi. Et le- Les trucs des blancs, il est trop Exact. compliqué, il s'énerve trop. Mhm. Donc après, tu deviens un peu, c'est toi la bête de foire. Quoi. Et donc voilà.
C'est exactement ça. Mais sinon, un regard un peu global actuel sur l'équipe nationale de RDC. On a vu la CAN, on a vu le Connor qui est en train de partir pratiquement vers sa deuxième année. Récemment, j'ai même vu le secrétaire général de la CAF qui est allé voir le président de la République. Est-ce que vous pensez que les choses sont en train de changer ou vous avez l'impression qu'on est en train encore de tourner sur les mêmes choses? Moi, je suis content parce que il y a vraiment eu un travail qui a été avancé. Il faut pas oublier que c'est la suite aussi de beaucoup de choses Mhm, qui se sont mis en place. Mais il y a vraiment il y a beaucoup de chapeaux au staff actuel mhm, qui a vraiment réussi à remettre de l'ordre. Il y a eu mhm, quand même aussi une grosse application de moyens qui a été faite depuis pas mal de temps par la fédération. mhm, Donc c'est très très important de le noter et de le mhm. mettre en place. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qui a été bien, c'est que on a surtout ce qui est ressorti de cette CAN, Mhm, alors que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment utilisé, même le coach lui-même l'avait dit, il n'a pas vraiment, on n'est pas allé vraiment dans cette CAN avec l'idée de gagner ouais. la CAN. On a été, faut pas oublier qu'après 2 journées, nous étions éliminés. Ouais. Ils ont fait une mission commando pour nous permettre de participer à cette CAN. Mhm, La 4e place, c'est plus qu'une réussite. C'est magnifique. Ils ont fait un super tournoi qui nous a fait vibrer. ouais. On est resté sur notre fin parce qu'on s'est rendu compte que par rapport aux physionomies de match, On aurait pu avoir l'équipe mieux. pouvait espérer mieux encore. Mhm, Mais quand on regarde le parcours et d'où on vient, je pense que les gens ne doivent pas être ingrats. Ils doivent vraiment féliciter le travail qui a été mis en place. Parce que aujourd'hui, on n'a pas eu de grève de primes. mhm, On n'a pas eu on a eu des joueurs qui sont venus, qui se sont donnés à 100%. ouais. On a eu une équipe de base. Tout le monde savait qui remplaçait qui à quel moment. Mhm, On a eu des leaders dans presque chaque ligne. On a, sans compter qu'il y avait pas mal de joueurs quand même qui étaient à leur première CAN. exactement. C'était pas évident pour eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut que nous faire grandir et nous apporter quelque chose. Si, bien sûr, comment on appelle ça? Si, bien sûr, aussi, il y a une suite. Ouais, Il faut qu'il exactement. y ait une suite. Mhm, Ouais, il faut qu'il y ait une suite. Aujourd'hui, on a de la chance que le coach de Sabre qui a mis qui a mis ça sur les rails et reste encore avec nous. ouais. Donc, je crois qu'il faut optimiser le travail de ce monsieur Mhm, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment imprégné du football congolais. oui, C'est ce oui. qu'on a demandé depuis très longtemps, d'avoir un entraîneur qui serait imprégné du football congolais comme l'était Claude Leroy à l'époque, Mhm, qui puisse, mis à part bien sûr les entraîneurs locaux, que si un entraîneur étranger arrivait, qui puisse vraiment s'imprégner du football congolais, qui puisse pour nous permettre aujourd'hui d'exploiter le potentiel qu'il y a. Le potentiel, le talent, mhm, il y en a. ouais. Mais L'organisation autour. c'est un peu fort. Ouais, Voilà. exactement. C'est Alors, ça. avant, bien sûr, on est vraiment en train de chuter. J'aimerais déjà dire merci à toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment. Tous les auditeurs qui suivent cette émission Vérité au téléphone, merci à vous. C'est une émission qu'on peut suivre en faisant du sport, en étant chez soi à la maison, dans son véhicule. Vraiment, on va essayer de recevoir un maximum de personnalités où on va discuter de manière très très à l'aise. J'espère que le coach Eric, vous êtes quand même à l'aise et j'espère que ça se passe bien pour l'instant avant que l'on entame mon sujet préféré, parce que là, C'est toujours un plaisir de faire. je vous dis là c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est Eric Chibassou et le club congolais. Ça, c'est vraiment un truc. Quand je préparais l'émission, je me disais ça c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus. Alors, vous avez fait l'équipe de l'US Tinkonku au Kananga, vous avez fait Renaissance du Congo à Kinshasa, vous avez fait le 16 Don Bosco, vous avez fait récemment. Pardon? Excuse-moi, il y a un bruit de fond. Il y a Mhm. quelque chose chez toi qui est en train de bouger, qui fait un bruit de fond. Ah, ok. Là, c'est bon? Ouais, ça continue, c'est pas grave. Ok. Donc, du coup, je disais, vous avez fait Renaissance du Congo, Tinkonku, vous avez fait le 16 Don Bosco, vous avez fait récemment les Aigles du Congo. Déjà, j'aimerais savoir, avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qui n'a pas marché dans tous ces clubs-là et pourquoi Eric Chibassou aujourd'hui
c'est un entraîneur qui fait toujours moins de 2 ans quand il entraîne une équipe congolaise. Oui, ça c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que au départ de chaque projet, il y a toujours eu cette ambition de travailler sur les jeunes à long terme, avec un projet de jeunes à long terme, avec un projet à long terme, ça veut dire qu'à chaque fois on m'a proposé des projets qui permettaient de faire grandir le club au fur et à mesure. Mais malheureusement chez nous au Congo, le discours d'avant n'est pas le discours. Après le premier match, c'est déjà on va être champion. C'est ça le problème. On a un peu ce problème-là. Aujourd'hui, il y a des équipes comme Barcelone qui ont pris des 8-0 contre le Bayern, mais c'est resté Barcelone. Aujourd'hui, je te connais, nous parlons pas aujourd'hui, il y a certains de nos grands clubs ici, s'ils prennent 8-0, je pense que c'est la guerre et c'est fini, le club peut se dissoudre en 2 jours. Donc on n'aime pas comprendre dans notre pays que la défaite fait partie du processus de la victoire. Ouais. C'est ce que je répète toujours à mes joueurs. Il n'y a pas de défaite dans le football. Il n'y a que des victoires reportées. Ça veut dire que la défaite d'aujourd'hui, c'est la victoire de demain. C'est très important. Et nous, on n'aime pas la défaite. On n'aime pas, voilà, on a perdu ce match, c'est la fin du monde. Non. Non. Les défaites permettent de grandir et de permettre de construire les choses. Aujourd'hui, on a un problème avec chez nous, c'est que tout le monde veut toujours tout directement maintenant. Ça veut dire que c'est comme toi aujourd'hui, tu viens de faire ta nouvelle émission, mais tu as envie que ton émission déjà rivalise avec les émissions de Canal+, les Blancs et tout ça. Non, ouais, c'est pas comme ça. Exact. Je pense qu'au début, au fur et à mesure que tu vas faire tes émissions, tu vas apprendre à corriger ça, à apporter quelque chose de nouveau, à écouter ce que les gens vont te dire, avoir des feedbacks, avoir, voilà. Et ce qui fera de ton émission quelque chose d'important, quelque chose de grand. Mais si tu ne prends pas le temps de construire les choses, qu'est-ce que tu gagnes? Aujourd'hui, parlons sérieusement. Combien de nos clubs ici au Congo ont des centres d'entraînement? C'est à compter, hein. Combien ont de centres d'entraînement? Tu dis? C'est à compter au bout des doigts, ça. Aujourd'hui, voilà. Combien de clubs de chez nous ont des stades personnels qui te permettent normalement de faire des rentrées et qui te permettent de faire vivre un club? Pour ne pas que les clubs dépendent toujours de mécènes. Il faut aussi qu'un président de club aujourd'hui se dise que même si je laisse le club est vivant. Où sont passés les clubs comme Chartres? Où sont passés Roger Lou? Ils sont où ces clubs-là maintenant? Nous, à l'époque, quand on était petits, on entendait Sodigraph, Scom Mikichi, AS Bantou. Ils sont où tous ces clubs-là? Perdus dans la nature. C'est ça. Perdu dans la nature et c'est dommage ça. Parce que on est on est toujours dans la théorie de l'instant. Le Congo c'est l'instant. On veut gagner, comme ici, tout le monde est le meilleur et tout, mais non. C'est pas comme ça. Barcelone, Madrid, tous ces clubs-là ne se sont pas construits en un jour. C'est impossible. Aujourd'hui, Mazembe, en prenant l'exemple de Mazembe, le président de Mazembe, il est au club depuis qu'il a 18 ans. Je pense qu'il est président quand il a 18 ans. C'est ça, non? Je sais pas si je raconte des bêtises. Non, il était là depuis très longtemps. Après un temps, il était revenu finalement pour devenir président. J'ai pas les dates exactes devant moi là. Mais il est là depuis très longtemps. Je sais que quand il avait 18 ans, il était déjà président du club. Exactement. J'ai appris ça. Donc aujourd'hui, il a quel âge? Il a commencé à gagner ses trophées à quel âge? Pour qu'aujourd'hui, ça soit le grand Mazembe. Il a travaillé. Mais finalement, Eric Chibassou, on peut dire clairement que vous êtes certainement incompris auprès de clubs congolais où votre profil ne correspond pas à ce que veulent les clubs de chez nous. Je pense peut-être, est-ce que c'est le club qui décide ou peut-être certains présidents le profil n'intéresse pas? Après, moi personnellement, je le prends jamais mal parce qu'aujourd'hui chez nous, c'est comme la défaite. Un entraîneur se faire virer, c'est normal. Les Congolais, ils ont l'impression que se faire virer d'un club, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Mourinho s'est fait virer, Guardiola s'est fait virer. Si déjà les grands entraîneurs comme ça se font virer, Chibassou, c'est quoi?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est notre quotidien. Un entraîneur, quand il arrive quelque part, il a ses valises fermées. C'est obligatoire. Donc aujourd'hui, ça fait partie du quotidien. Se faire virer d'un club, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est vrai que chez nous, c'est comme la défaite. Quand tu perds un match ou que tu te fais virer, j'ai l'impression, on dirait que ta femme t'a jeté dehors, on t'a attrapé en train de voler, ou je sais pas, c'est la fin du monde pour toi, il te reste plus qu'à te suicider après. Non. Aujourd'hui, je peux être chez toi et, par exemple, toi, tu passes ton émission à telle chaîne. Les gens n'aiment pas. Tu repasses sur une autre chaîne, les gens t'aimeront bien. Exactement. Et te comprendront le sens de ton émission. C'est ça la vie, en fait. Ouais. C'est ça la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord sur tout. Et le problème encore pire dans le football, tout le monde a sa notion du football. Tu mets un match de foot dans un bar, même le gars qui sait même pas pousser un ballon, il va te donner une théorie tactique. Exactement. C'est logique. C'est ça le football. Donc après, maintenant, c'est très compliqué dans les clubs ou dans les gens d'imposer une logique parce que chacun a sa logique. Oui. Donc, c'est comme ça, c'est une réalité. Moi, je suis content de mon parcours. J'ai toujours tout donné. Je suis content de mon parcours. J'ai toujours eu de très bons débuts d'année avec chaque équipe. Exactement. Après ça, c'est vrai. Après ça, il y a des combats, il y a des personnes qui n'aiment pas quand tu réussis. Et qui te combattent en interne. Bon, ça, de toutes les façons, moi, je pars du principe où moi, je suis croyant. Celui qui te gifle, tu lui tends l'autre joue. Mais, quand même. ce que je répète aux gens, c'est que ça a beaucoup été critiqué dans les clubs où ils sont passés, mais après, derrière moi, on m'a toujours dit qu'il allait y avoir des révolutions. Mais la majeure partie des clubs que j'ai quittés, j'ai pas vu vraiment de révolution. J'ai pas vraiment vu de révolution, j'ai pas vu de choses trucs. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on était resté sur les principes de base et qu'on avait travaillé dans le fond, ça aurait donné autre on aurait chose. réussi à avoir les résultats qui étaient escomptés, avoir une vision comme tous les grands clubs à l'étranger et dehors travaillent. Et nous, on a un peu ce problème-là du travail à long terme. Exactement. Voilà, après, j'ai peut-être mes défauts aussi. Ouais. C'est pas la faute à tout. C'est pas que la faute au club. Quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être un peu plus impulsif et tout ça, mais bon, peut-être que j'étais aussi un peu trop passionné, à toujours peut-être imposer très fort mes idées. Mais je pense que pour moi, un entraîneur qui ne se bat pas pour ses idées, c'est pas un entraîneur. Un entraîneur qui n'a pas d'idée fixe et qui n'a pas un fort caractère, c'est pas un entraîneur. Donc voilà. Maintenant, c'est à trouver des dirigeants qui seront capables de comprendre que pour que l'avancement de leur club arrive, il faut qu'ils aient quelqu'un de fort à la tête de leur club. Exactement. Alors coach, on commence certainement là, à chuter avec cet entretien. Je vais revenir simplement sur les deux derniers clubs que vous avez coachés ici en RDC. Il s'agit du CS Don Bosco, ensuite des Aigles du Congo. Chacun à son tour, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les Salésiens de Don Bosco et qu'est-ce qui n'a pas marché avec les Aigles du Congo? Parce que là, on a parlé de manière générale, mais là en particulier avec ces deux clubs-là bien précis, quelles ont été les choses qui n'ont pas marché à votre niveau ou peut-être au niveau du club? Pour moi, mon passage à Don Bosco, c'est une réussite. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai repris le club n'avait pas fait ces résultats-là. On a fait la demi-finale de Coupe du Congo. On a fait demi-finaliste de Coupe du Congo. Vous savez aussi comment s'est passée cette Coupe du Congo. On a rejoué 2 fois le même adversaire, bizarrement. On avait déjà éliminé. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Des choses incroyables, alors que c'était pas l'équipe qui était prévue qu'on devait jouer avec. Nous sommes arrivés en championnat où on a fait quand même 5e. Oui. On a fait 5e, on a fait tout un championnat avec 2 défaites. Le demi-championnat, on avait perdu que contre Mazembe et Lupopo. On a tenu en échec Vita, on a tenu en échec Daring ici à Kinshasa. On a voyagé sans perdre un seul match à Kinshasa. Donc, avec une équipe très très jeune, j'ai quand même fait jouer des joueurs comme aujourd'hui qui commençaient à avoir moins de temps de jeu, mais je les ai remis en place comme Patient Mwamba. On a mis, j'ai trouvé à la KFA Bensbourg et Oscar Kabitz qui est quand même maintenant en train de faire des résultats là-bas. Oui. J'ai relancé un joueur qui ne jouait même pas, Baka. Je m'attends Baka qui ne jouait pas. On a fait monter quand même des joueurs qui étaient chez nous. Mais c'était une année, c'était compliqué parce que
la politique faisait que du club, c'est que les meilleurs joueurs qui étaient chez nous devaient directement passer en Mazembe. Oui, ça c'est. Donc Ouais. j'ai fait un championnat où j'ai perdu presque 7 joueurs titulaires. Allez enlever 7 joueurs titulaires à chaque équipe. Moi, j'ai perdu 7 joueurs titulaires en cours de championnat. Mais j'ai fait quand même 5e. Ouais. J'ai quand même perdu j'ai perdu au début du championnat, j'ai perdu Boaz, Galamouloumé. Mhm. J'ai perdu, comment ça s'appelle? La première vague, c'était Boaz, Galamouloumé. J'ai perdu le Camerounais. J'ai perdu Mhm. Lumière Banza. Oui. J'ai perdu Eli. Et j'ai perdu le 5e, j'ai encore oublié c'est qui. Ah, j'ai oublié c'est qui. J'ai perdu Mhm. 5 joueurs en début de championnat. Et à la moitié du championnat où j'ai commencé à me redonner, j'ai perdu mes 2 meilleurs buteurs. On m'a enlevé mes 2 meilleurs buteurs qui étaient Bakar et Gloire. J'ai perdu les 2 meilleurs buteurs. Donc je suis même allé jouer à Dari qu'avec un seul attaquant, Philippe Torre. Donc je pense qu'à l'heure où mon passage était bien fait. La deuxième année, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de joueurs sont partis. Mhm. On m'a redescendu beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures. Donc, il y avait des joueurs qui revenaient de blessures comme Wilangi, comme Kaniki. Ouais. C'était des joueurs qui revenaient de blessures. Mhm. Donc, il y avait des joueurs qui avaient des VT de départ, qui Mhm. étaient partis, mais qu'on a demandé de revenir. Donc, le début de championnat est arrivé avec une ambiance un peu compliquée. Mhm. Les joueurs n'étaient pas mentalement prêts, mais on n'avait pas... j'ai quitté le club, j'avais quoi? C'est vrai qu'on a perdu 3 fois, mais Mhm. on avait autant de victoires et des nuls. Hein. Donc, Donc, c'est le final. championnat, c'était normal. Il y avait des joueurs qui étaient... Ouais. allez, c'était compliqué. Il fallait un peu de temps que la mayonnaise prenne. Mais bon, après, le problème, c'est que c'était déjà devenu un peu délétère parce qu'il y avait des gens qui poussaient pour prendre ma place. Voilà, c'est un peu ça. Mais si vous regardez bien, je n'ai pas été viré de Don Bosco. Oui, exactement. C'est ce qu'il faut préciser aussi. Ouais. Je n'ai jamais été viré de Don Bosco. On m'a demandé de switcher. Le président et le manager Kitenge m'ont envoyé une lettre pour que je puisse aider le club, comment il s'appelle? Ils m'ont switché dans le club de New Soldier pour que je puisse faire monter Soldier, Mhm. justement. Donc ça n'a jamais été, je n'ai jamais été viré de Don Bosco et ça ils l'ont toujours précisé aussi. Quoi. Mais- Ils voulaient que Et je finalement, reste, que je finalement, puisse- vous sortez de cette histoire-là, vous étiez vexé par la politique du club, cette façon de faire où vous avez envie de gagner, mais comme si vous n'avez réellement pas envie de le faire parce que vous retirez des joueurs. Est-ce que toutes ces complications-là, au final, vous a vexé, vous a peut-être déçu? Ça m'a un peu frustré parce que je me suis dit quel aurait été le résultat si j'avais gardé tous les joueurs. Ouais, si j'avais gardé Patient, j'avais gardé Boas, j'avais gardé Eli. j'ai oublié son nom, le Camerounais, j'ai oublié son nom. J'avais gardé Lumière, j'avais gardé Eli, j'avais gardé Baka et j'avais gardé Gloire. Donc si j'avais gardé ces 7 joueurs-là, il faut pas oublier qu'en début de championnat, avant qu'on commence le championnat, on fait un match amical contre Mazembe avant qu'ils aillent au Maroc, on gagne 3-1. Mhm. Donc cette équipe était, avant qu'ils partent, c'était une équipe qui aurait pu faire un très bon championnat parce qu'on avait déjà l'allure de la Coupe du Congo. On avait fait une très belle Coupe du Congo. Donc je pense que c'est un peu cette frustration-là. Et bizarrement, cette super que la deuxième année, on n'est pas pris en compte. On Oui. s'est passé la première année. Donc dès qu'il y a eu des mauvais résultats, bizarrement, on a oublié tout ce qui s'était On a passé. tout rasé et J'ai puis. quand même fait jouer des gamins de 17 ans. Mhm. J'ai quand même révélé des gamins de 17 ans, des Mickey, des Banks, des trucs. Je suis allé chercher des gamins qui venaient de la formation pour les relancer. J'ai pris des gamins aussi qui étaient à comment on appelle ça, à EcoFoot. Mhm. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on avait quand même fait avec des jeunes. C'était une équipe très très jeune, très très jeune. Je pense que c'était la plus jeune du championnat. Exactement. Donc, C'est après, c'est le quotidien, je regrette pas. Ouais. Je remercie quand même aussi le club de m'avoir fait confiance. Mhm. Faut pas, moi je crache jamais dans la soupe. Mhm. Je remercie beaucoup le club de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné l'opportunité de travailler chez eux. Et c'était très bien. Après, le problème qui s'est passé, le problème c'est que les gens ne savent pas, c'est que moi, quand je suis venu à Aigle du Congo, Mhm. c'était dans le but, en fait, le président voulait qu'on crée un truc de jeunes. Mhm. À la base, on devait même commencer par FF King ou Ligue 2.
Ok. Ouais. Donc, il fallait plus créer un truc de jeunes pour lancer l'équipe. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai dû commencer un championnat qui a commencé très tôt. Parce que le président avait décidé en dernière minute de changer et de qu'on fasse. On a eu une place en dernière minute de Lunafoot, on a racheté la JSK. Oui. Donc, le projet à la base, qui était un projet de formation et de jeunes, s'est lancé directement dans un projet de compétition. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, le président a dit que bon, on devait changer la façon de voir les choses. Et moi, je devais m'occuper plus au niveau de tout ce qui était, comment on appelle ça? Coordination sportive et tout ça. L'organisation interne un peu technique de la chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens, on l'a jamais dit aux gens, c'est un peu un scoop, c'est que j'ai eu un problème à régler de famille très important qui m'empêchait de rester 2 mois de plus à Kinshasa. Je devais rentrer. Donc là, c'est là où on s'est entendu avec le coach en Nord que de laisser le staff en place et que le staff continue le championnat. Donc c'était un peu ça. Donc ça, moi je suis pas parti on n'a jamais publié parce que c'était un truc qui était plus personnel. Oui. Donc on n'a jamais eu vraiment de problème. Je suis toujours en bonne relation avec les aides du Congo, avec le président. On a même parlé récemment. Donc c'était juste des concours de circonstances qui ont fait que je ne pouvais plus continuer avec le club. Et j'avais vraiment un impératif à régler en Europe. Et comme le championnat avait déjà commencé, si j'avais fait 2 mois, ça aurait été malhonnête de revenir après 2 mois. Exactement. Ah bah au moins ça a les mérites d'être clair. Toutes les personnes qui suivent Éric Thibasson en ce moment, au moins, ils viennent d'avoir les explications claires et nettes sur ce qui s'est passé ces derniers mois du côté des Aigles du Congo. Ça va peut-être être la dernière question, coach Éric. Vous êtes à Kinshasa. Quelle est votre actualité et qu'est-ce que vous comptez faire dans les semaines et dans les jours à venir? Là, je connais mon académie et là, je suis venu vraiment à Kinshasa poser les bases de mon académie avec pas mal de personnes que j'ai réussi à contacter à l'étranger, à l'extérieur, qui sont prêts à me suivre si j'arrive à mettre en place mon académie. Depuis 2016, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de faire une continuité sur mon académie. Maintenant, j'ai décidé un peu de mettre de côté le coaching et de me concentrer beaucoup plus sur l'académie. Peut-être que je ferai de la consultance technique dans certains clubs, mais vraiment, la priorité pour moi, à l'heure actuelle, c'est de mettre en place mon académie. D'accord, c'est parfait, ça a vraiment le... ETA qui s'appelle ETA Sport Management, ETA qui veut dire Éric Thibasson Academy. Et voilà, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et de voir l'évolution de l'académie. Voilà. Ah, ça n'y manquera pas en tout cas. Moi, c'est d'étendre l'académie. Oui. Ouais. Et de faire un système d'internat pour que je ne puisse pas qu'avoir les joueurs de Kinshasa, de pouvoir avoir des joueurs de Lubumbashi, de Kolwezi, de Likasi, de Tamanga, de Bujimaï, de Goma, de Bandaka, Bandoulouvi, Matadi, et j'en passe, qui sont et savoir dans une académie beaucoup plus structurée avec le modèle européen et les partenaires étrangers qui nous permettront de relancer un peu le football dans notre pays. Exactement. En tout cas, c'est vraiment tout le mal qu'on vous souhaite. On souhaite que ça marche, que ça fonctionne bien. On va mettre la vidéo sera également disponible sur YouTube. On va mettre vos comptes en description pour tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube. Ils pourront cliquer là-dessus. On va mettre en barre d'infos toutes les informations concernant le coach Éric Thibasson. Coach, nous sommes arrivés à la fin. On va faire un petit jeu avant de se séparer. Je vais vous citer les noms de certaines personnes. Vous allez juste, en quelques mots, franchement 2-3 mots, nous dire ce que vous pensez de ces personnes-là. Ça vous va? J'ai pas entendu, excuse-moi, parce qu'il y a eu une interférence. Ouais, je disais, on est vraiment arrivé à la fin. Et avant de se quitter, on va faire un petit jeu où je vais vous citer les noms de certaines personnes, 2 ou 3 personnes. Et en quelques mots, vous nous direz ce que vous pensez de ces personnes-là. Ça vous va? D'accord, pas de souci. Le premier nom, c'est Constant Omari Selemani. Qu'est-ce que vous pensez de l'ancien président de la Fédération congolaise de football association?
Bon, je l'ai pas connu à ses débuts, je l'ai connu à la fin. Moi, je tiens simplement à le remercier de m'avoir fait confiance parce que il m'a quand même donné la chance d'être entraîneur national. C'est un monsieur qui m'a donné la chance d'être entraîneur national et ça, je peux vraiment que le remercier. Je serai encore très, très reconnaissant envers lui. Donc là, moi, personnellement, c'est vraiment la première chose qui me vient à la tête, c'est de lui dire merci de m'avoir permis d'être entraîneur national. Avant-dernier prénom, Florent Ibengue. C'est un modèle pour nos jeunes entraîneurs, surtout pour nous les entraîneurs qui venons de la diaspora. C'est quand même la personne qui est venue à Kinshasa, qui a réussi à s'imposer, que ce soit en équipe nationale et en club. Donc, c'est un modèle pour nous de réussite. Et on va finir avec Frédéric Kitenge Kikumba, le secrétaire général du TP Mazembe. Comme je l'appelle tendrement papa. C'est un monsieur à très fort caractère, qui aime beaucoup son club, qui se bat pour les intérêts de son club. C'est un monsieur que je respecte, c'est un grand nom quand même du football congolais. Il s'est quand même battu beaucoup pour l'image du football congolais. Donc pour moi, c'est respect. Voilà. Merci coach Eric Chibassou, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir parlé à cœur ouvert dans cette émission Vérité au téléphone. Merci de votre temps, de votre disponibilité. Je crois que c'était quand même un bon moment. Ouais, je tiens aussi à te remercier pour la qualité de tes émissions, Joël. Félicitations encore pour tout ce que tu fais. Que Dieu te garde, te bénisse et te donne encore beaucoup plus d'évolution dans ton émission de réussite. Vraiment, félicitations encore. Merci coach. Merci également à vous, toutes les personnes qui ont eu le temps de nous écouter. Merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne. On va se retrouver très prochainement avec un autre invité qui nous parlera à cœur ouvert. Merci dames et messieurs. On s'est dit au revoir et on se retrouve la prochaine fois. Hello Joël. Hello Joël. Hello Joel. Salut, Joël.